Bonjour, bienvenue dans La Sociale, le seul média pour la social-démocratie. La Sociale est pour un protectionnisme européen. Nous sommes, nous, Français et Européens, les idiots du village mondial. Quelques éléments pour commencer, pour cadrer le débat. L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, dont la France et les pays de l'Union européenne sont adhérents, fixe les règles du commerce international. Rappelons-en quelques-unes rapidement. En premier lieu, un produit étranger ne peut pas être traité moins favorablement qu'un produit national. Deuxièmement, les quotas d'importation ne sont pas autorisés. Troisièmement, les subventions qui faussent fortement la concurrence ne sont pas autorisées. Quatrièmement, les barrières douanières doivent être baissées. Bref, l'objectif, c'est d'enlever le maximum d'entraves au développement du commerce et que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde. Le jeu est donc censé être loyal. Deuxième élément, depuis le traité de Rome de 1957, la politique commerciale commune relève d'une compétence exclusive de l'Union européenne. La France, comme les 27 pays de l'Union, a donc délégué ce pouvoir. C'est même l'une des compétences intégrées les plus puissantes de l'Union européenne. Et la France n'a plus la main dessus. Donc les choses se décident à Bruxelles. C'est la Commission qui ouvre ou pas les enquêtes anti-dumping, qui impose ou pas des droits compensateurs, qui négocie ou pas les accords commerciaux, qui déclenche ou pas les procédures de contestation devant l'OMC, qui dispose, elle, d'un tribunal arbitral. La question des rapports de force à Bruxelles, qui définit donc la politique commerciale de l'Union européenne, est essentielle. On va y revenir. Alors, qui triche et comment ? Regardons comment font les deux premières puissances mondiales. Les États-Unis tout d'abord. Premier élément de la triche. Les États-Unis invoquent régulièrement l'exception de sécurité nationale pour imposer des droits de douane. Ainsi, par exemple, les taux de douane sur l'aluminium et l'acier ont augmenté sur cette base. Comment dire que le lien entre l'aluminium pour fabriquer les canettes et la sécurité nationale est plus que ténu ? Deuxième élément de la triche, les subventions industrielles. Ainsi, le président Joe Biden a mis en place deux dispositifs pour aider les industries qu'il jugeait stratégiques. Le premier, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, en faveur des technologies vertes. Le second, Chips and Science Act, qui subventionne la production nationale de semi-conducteurs. Troisième élément de la triche, les marchés publics réservés quasi en totalité aux entreprises américaines. C'est la clause Buy American. Quatrième élément de la triche, et c'est un truc de fou, le système des sanctions extraterritoriales. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'appliquer certaines lois américaines à des entreprises non américaines dès lors qu'il existe un lien, même indirect, avec les États-Unis. Ainsi, si une entreprise non américaine utilise le dollar dans une transaction ou passe par une banque située aux États-Unis, même juste quelques instants, ou si elle utilise des composants américains ou a des activités commerciales sur le marché américain, cette entreprise peut être soumise à des sanctions américaines. C'est un moyen de pression énorme et totalement disproportionné. Ainsi, la BNP a accepté de payer une amende de 9 milliards de dollars pour avoir effectué des opérations avec des pays soumis à des sanctions américaines. Vu que la liste des pays où des entreprises soumises à des sanctions est longue et que les entreprises s'autocensurent, chacun peut imaginer le résultat. C'est donc un frein à la liberté du commerce. Pour les entreprises non américaines, il y a une sorte de droit de veto sur un certain nombre de pays par les Américains. Regardons maintenant comment la Chine triche. Premièrement, des subventions massives aux entreprises par le biais de prêts à taux préférentiels, par des aides directes des gouvernements locaux, par des allégements fiscaux. Tout cela permet à la Chine de pratiquer un dumping massif pour tuer les marchés qu'elle vise. On le voit par exemple sur les panneaux solaires ou les véhicules électriques. Deuxièmement, la Chine dispose encore aujourd'hui de beaucoup d'entreprises qui bénéficient d'avantages cachés qui échappent au mécanisme de contrôle de l'OMC. Troisième élément de la triche. La Chine a imposé aux sociétés européennes et américaines qui voulaient s'implanter en Chine,
de créer des co-entreprises visant à partager les technologies et à imposer des conditions déséquilibrées avec de fait un vrai pillage technologique. Quatrièmement, l'utilisation des barrières non tarifaires avec des procédures administratives complexes, des normes techniques spécifiques et des marchés publics fermés. Cinquième élément, la sous-évaluation de la monnaie chinoise estimée par les spécialistes à 25%. Et encore, tout ceci n'est pas exhaustif. Mais tout cela, me direz-vous, est connu de tous les spécialistes, de tous les responsables politiques. L'OMC le sait, l'Union européenne le sait, tout cela est documenté et est sur la place publique. Alors pourquoi l'Union européenne accepte de se faire avoir comme cela, d'être l'idiot du commerce international, avec les conséquences désastreuses pour les entreprises européennes et pour l'emploi en Europe? Trois raisons à cela. Tout d'abord, c'est que la Chine et les États-Unis n'hésitent pas à appliquer des rapports de force de la manière la plus brutale qui soit, c'est-à-dire en menaçant de fermer leurs marchés, qui sont deux énormes marchés. On l'a vu avec Trump depuis un an. La Chine, elle, le fait de manière plus discrète, mais elle le fait évidemment également. Ainsi, les vins français ont été menacés de surtaxe aux États-Unis et la Chine a menacé le cognac français. Or, ces deux marchés sont essentiels pour nos producteurs. L'Europe n'a toujours pas compris que l'on était rentré dans une période de commerce agressif. On n'est plus dans le doux commerce qui adoucit les mœurs, comme le pensent les libéraux, qui font preuve d'une naïveté confondante. On a donc d'abord un problème de philosophie. L'Union européenne doit comprendre que le temps des bisounours est terminé. Deuxième raison, là où les États-Unis ou la Chine parlent d'une seule voix, la Commission européenne doit faire avec 27 États qui n'ont pas la même vision et les mêmes intérêts. Cela prend donc du temps pour mettre tout le monde d'accord. Si la vision est partagée, elle laisse le temps à la Chine et aux États-Unis de déployer leur stratégie de lobbying pour empêcher la Commission de prendre les mesures de rétorsion qui s'imposent. Mais le vrai problème, et c'est la troisième raison, c'est que la France et l'Allemagne ne partagent pas du tout les mêmes visions du commerce international de l'Europe. Et c'est une immense difficulté que du côté français on tend à minorer pour maintenir, pense-t-on, une bonne relation avec les Allemands. Il est plus que temps d'arrêter de vouloir être les bons élèves de l'Europe, car nous le payons, et l'Europe le paye avec nous très cher. Quelle est la position allemande par rapport à cette triche généralisée ? Concernant les États-Unis, la relation avec eux est depuis 1945 et un des axes essentiels du positionnement international de l'Allemagne. Comme le dit Trump, la sécurité de l'Allemagne a été très longtemps assurée par les États-Unis. L'importance stratégique de la relation transatlantique pour les Allemands conduit donc à accepter beaucoup de choses de la part des Américains. Ce sont les conséquences de l'acceptation de l'hégémonie américaine. Concernant la Chine, l'Allemagne se veut conciliante. En effet, son industrie automobile, les groupes Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, sont très dépendants du marché chinois. La pression des patrons de ces grands groupes sur le gouvernement allemand et sur Bruxelles est donc très importante. Ils sont à eux seuls une part importante du lobby chinois qui s'exerce sur la Commission européenne, car ils veulent préserver leur accès au marché chinois. L'Allemagne refuse donc toute mise en place d'un rapport de force sérieux avec la Chine. Ainsi, alors que la Commission européenne a proposé des droits compensatoires sur les voitures électriques chinoises, la France a soutenu cette mesure. L'Allemagne s'est montrée très réservée, demandant d'abord une négociation avec Pékin, ce qui s'appelle négocier avec les mains attachées dans le dos. Bref, alors que l'Union européenne représente un marché de plus de 450 millions de personnes, dont la Chine et les États-Unis ont besoin, alors que la gestion des relations commerciales est une des plus fortes compétences de la Commission européenne, alors que la Commission européenne dispose d'outils extrêmement puissants pour faire respecter les règles d'un commerce juste et équitable, règles qu'elle n'hésite pas à appliquer dans l'Union européenne, quelquefois avec un manque certain de discernement quand elle refuse la constitution de grands groupes européens pour des raisons de concurrence, eh bien cette Commission, et donc l'Union européenne, se retrouve avec un sabre en bois face à la Chine. Notamment parce que l'Allemagne et son industrie automobile font pression sur elle. Le plus drôle, si l'on peut dire, c'est que l'industrie automobile allemande,
qui bloque la défense des intérêts de l'industrie automobile européenne, alors qu'elle-même est en train de se faire piéger sur le marché chinois. Ainsi, en 2020, les marques allemandes représentaient 25% du marché chinois. En 2025, elles ne représentaient plus que 15%, soit un recul relatif en 5 ans de 40%, ce qui est absolument considérable. Les Allemands n'ont pas vu ou pas voulu voir l'essor rapide des marques chinoises qui représentent maintenant les 2/3 du marché chinois et la transition électrique très rapide des entreprises chinoises soutenues par leur gouvernement qui ont fait une percée remarquable. Percée préparée de très longue date. Alors, que pouvons-nous faire maintenant? Que devons-nous faire? La France, si elle souhaite rester une puissance économique, si elle souhaite que l'Europe reste une puissance économique, doit engager un bras de fer avec l'Allemagne, qui est aujourd'hui le cheval de Troie des Chinois et des Américains dans l'Union européenne. Demain, comme aujourd'hui, ni Donald Trump avec les États-Unis, ni Xi Jinping pour les Chinois n'ont l'intention de respecter les règles du jeu définies par l'OMC. L'Europe doit donc arrêter, alors qu'elle est une puissance considérable, d'être l'idiote du village mondial. Pour cela, il faut qu'elle le veuille. Pour qu'elle le veuille, il faut que l'Allemagne, première puissance économique européenne, ne joue plus contre les intérêts de l'Europe. Et pour cela, il faut que la France cesse d'être dans la soumission mentale d'une relation franco-allemande, d'un pseudo-couple franco-allemand fantasmé qui n'existe plus que pour nous. La France doit porter haut et fort ses intérêts et ceux de l'Europe. Si nous voulons survivre dans les relations économiques internationales telles qu'elles sont aujourd'hui, nous devrons engager la confrontation avec l'Allemagne. Ce sera un des enjeux majeurs de la prochaine élection présidentielle. Merci de vous abonner, merci de vos commentaires. À très vite sur La Sociale.